Bonjour à tous, je suis Ashley Banfield et voici Drop Dead Serious. Certaines histoires ne vous quittent jamais en tant que journaliste. Peu importe le nombre d'années qui passent, peu importe le nombre d'affaires que vous couvrez, elles restent quelque part ici, dans votre esprit. Pour moi, celle-ci est tout en haut de la liste. J'ai couvert cette affaire quand elle a éclaté en 2005 et je me souviens encore de la douleur dans ma poitrine en regardant les équipes de recherche, les veillées aux chandelles. Je me rappelle avoir interviewé le père en deuil. C'était une affaire qui a horrifié tout le pays et qui a brisé le cœur de chaque parent qui en a entendu parler. Une petite fille de 9 ans a disparu de son propre lit dans une paisible ville de Floride, et lorsque la police a finalement rassemblé tous les éléments et résolu le mystère, eux-mêmes étaient anéantis. Des détectives chevronnés sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Si vous ne connaissez pas cette histoire, elle pourrait bien vous transformer. La petite fille s'appelait Jessica Lunsford. Et si vous étiez là en 2005, vous vous souvenez probablement de sa photo, de son sourire, de sa frange et de ses yeux brillants et curieux. Jessica vivait à Homosassa, en Floride, une petite ville côtière tranquille au nord de Tampa, le genre d'endroit où les gens laissaient encore leurs portes ouvertes et saluaient tout le monde qui passait en voiture. Elle vivait avec son père, Mark Lunsford, un père célibataire qui travaillait de nuit et vivait avec ses parents pour joindre les deux bouts et s'occuper de Jessica. Mais le matin du 24 février 2005, Mark Lunsford a ouvert la porte de sa chambre et Jessica n'était pas là. Elle avait disparu, il ne restait qu'un lit vide, et c'était le début de l'une des histoires criminelles les plus sombres que ce pays ait jamais connues. Tout a commencé la veille au soir, le mercredi 23 février 2005, quand tout était parfaitement normal dans la maison des Lunsford. Le père de Jessica, Mark, est rentré chez lui après un service de 15 heures. Il a joué avec Jessica, puis il a prévu de passer la nuit chez sa petite amie. La soirée a été bien remplie. Jessica a dîné avec sa grand-mère, a fait des courses avec ses grands-parents, est allée à l'église le mercredi soir, puis a regardé un peu la télévision avant d'aller se coucher. Grand-mère Ruth a bordé Jessica vers 22 heures comme elle le faisait presque tous les soirs. Jessica était entourée de ses peluches, y compris sa préférée, un petit dauphin violet qu'elle appelait Lovey. Grand-mère surveillait toujours quand Mark était absent, que ce soit pour le travail ou ailleurs. Le lendemain matin, Mark est rentré à la maison vers 5 heures et a entendu le réveil de Jessica sonner. Il s'est préparé pour travailler, mais a remarqué que le réveil de Jessie sonnait encore, ce qui était étrange. Il a regardé dans la chambre de Jessica pour voir si elle était réveillée, mais à sa grande surprise, elle n'y était pas. Le lit de Jessie était vide. Lovey le dauphin avait également disparu, et sa veilleuse brillait encore. Mark a traversé la caravane en criant Jessica, mais elle n'était pas là. Il a demandé à sa mère si elle savait où était Jessica, mais sa mère a répondu que rien n'était inhabituel. Routine habituelle suivie le soir. Elle doit toujours être au lit. Mark a fouillé la cour, rien. Et puis, à leur grande horreur, ils ont découvert une entaille en forme de L dans la porte moustiquaire, de 15 cm sur 15 cm, juste à côté de la poignée de la porte. Et c'est à ce moment-là que la panique a frappé. Et à 6h41, Ruth a composé le 911. En quelques heures, le bureau du shérif du comté de Citrus a lancé une vaste opération de recherche. Des bénévoles ont fouillé les marais et les champs près de la maison. Des hélicoptères survolaient la lisière des arbres, et l'histoire de la fillette de 9 ans disparue, avec son sac à dos rose et son sourire éclatant, a commencé à se répandre à travers le pays. Pendant 3 semaines angoissantes, personne ne savait ce qui était arrivé à Jessica jusqu'à ce que les enquêteurs commencent à regarder un peu plus près de chez elle. Pas dans la maison des Lunsford, mais tout près. Vous ne devinerez pas ce qui s'est passé ensuite. Juste au bout de la rue et au coin de la maison des Lunsford, littéralement à 150 mètres, se trouvait une petite caravane usée sur West Snowbird Court. À l'intérieur de cette caravane vivait un vagabond de 46 ans nommé John Evander Couey, un homme avec un long casier judiciaire pour des délits mineurs.
Mais il y avait autre chose dans son dossier, quelque chose de bien plus dangereux. John Evander Couey était un délinquant sexuel condamné. Il avait récemment emménagé dans cette caravane avec sa demi-sœur Dorothy Dixon et son petit ami. Il n'a jamais signalé sa nouvelle adresse comme délinquant sexuel, violant ainsi la loi de Floride. Lorsque les policiers ont frappé pour la première fois à la porte de la caravane où il vivait, ce n'est pas John Evander Couey qui a ouvert la porte. C'était sa demi-sœur, Dorothy, et son petit ami, et ils ont dit à la police que John n'était pas là, ce qui était vrai. Il était déjà parti. Il avait fait ses valises et quitté la caravane sur Snowbird Court plusieurs jours après la disparition de Jessica. Mais les enquêteurs n'y arrivaient pas. Quelque chose dans cet endroit semblait étrange. Ils y sont retournés encore, et à chaque fouille, les preuves commençaient à s'accumuler. Et le 15 mars 2005, les adjoints ont finalement retrouvé John Evander Couey en Géorgie. Et lorsqu'ils se sont assis en face de lui dans la salle d'interrogatoire, il n'a pas fallu longtemps pour que Couey craque. C'est alors que tout a commencé à s'effondrer. Et ce qui est venu ensuite est tombé comme une enclume et a glacé jusqu'aux os chaque personne présente dans ce bâtiment. John Evander Couey a admis qu'il s'était faufilé par la porte moustiquaire des Lunsford au milieu de la nuit. Il a trouvé Jessica endormie dans son lit, l'a réveillée, a mis sa main sur sa bouche et lui a ordonné de rester silencieuse. Il l'a ensuite conduite hors de sa chambre, puis hors de cette caravane, et l'a emmenée au coin de la rue, directement dans sa propre caravane. Une fois à l'intérieur, et souvenez-vous, il partageait cette petite maison avec 2 autres personnes, il a forcé Jessica à entrer dans le placard de sa chambre et il l'a gardée cachée là, dans ce petit placard sombre, pendant 3 jours. Dès le moment où il l'a enlevée et l'a conduite dans cette pièce, Couey a commencé à l'agresser sexuellement à plusieurs reprises. Pendant que la police, les voisins et les bénévoles la cherchaient à l'extérieur, Jessica était littéralement piégée à l'intérieur, à portée de voix de son propre jardin. Couey a dit aux enquêteurs qu'il écoutait les reportages sur la chasse à l'homme pendant que Jessica, terrifiée, restait silencieuse à côté de lui. Après 3 jours, craignant que la police ne se rapproche de lui, John Evander Couey a décidé de faire l'impensable. Il a trompé Jessica en lui demandant d'entrer dans plusieurs sacs poubelles en plastique, lui disant qu'il allait la ramener chez elle, mais qu'il devait la cacher dans ces sacs pour traverser les jardins sans être remarqué. Il lui a dit de prendre son petit dauphin violet, de le serrer dans ses bras pendant qu'il refermait les sacs sur sa tête et les attachait. Mais au lieu de ramener Jessica chez elle, à 150 mètres de là, il a emmené ses sacs poubelles avec elle à l'intérieur jusque dans son jardin, au milieu de la nuit. Il a creusé un trou peu profond près de la caravane. Il a mis Jessica dans ce trou et a commencé à la recouvrir de terre. Pelle après pelle après pelle. John Evander Couey a enterré Jessica Lunsford vivante. Après l'avoir enlevée et violée pendant 3 jours, il a enterré vivante cette fillette de 9 ans. Le 19 mars 2005, la police a fouillé la cour derrière la caravane appartenant à la demi-sœur de Couey, Dorothy, et sous un monticule de terre fraîchement tassé, ils ont trouvé les restes de Jessica. Pour Mark Lunsford, un père qui avait passé des semaines à supplier pour le retour sain et sauf de sa petite fille, la nouvelle a été bouleversante. Lorsque le corps de Jessica a été retrouvé dans ses sacs poubelles, ses mains étaient attachées avec du fil d'enceinte et elle serrait toujours contre elle son petit dauphin en peluche, Lovey, un jouet que son père avait gagné pour elle à une foire d'État. Un jouet que Couey lui avait dit qu'elle pouvait emmener avec elle pendant qu'il la kidnappait. Un jouet avec lequel elle dormait chaque nuit avant que le diable en personne n'entre chez elle et n'éteigne sa jeune vie. Le médecin légiste a ensuite confirmé que Jessica était morte par suffocation, qu'on avait retrouvé de la terre dans ses poumons et dans un détail dévastateur. Le médecin légiste a déclaré que ses petits doigts traversaient les sacs en plastique, ce qui prouvait qu'elle avait essayé de s'extraire de cette tombe et qu'elle était vivante lorsqu'elle a été enterrée.
Le médecin légiste a également confirmé que Jessica avait été agressée sexuellement. Les preuves dans la remorque confirmaient les aveux de Cui. Dans le placard de la chambre, les techniciens ont trouvé une empreinte digitale correspondant à la main de Jessica. Des taches de sang retrouvées sur le matelas ont été confirmées comme celles de Jessica. À l'époque, et c'est compréhensible, le procureur de l'État a qualifié les crimes commis contre Jessica comme l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire de la Floride. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Si vous vous demandez comment un homme ayant tout avoué peut être jugé, c'est une bonne question. John Evander Coy n'a pas plaidé coupable et a contesté les accusations au tribunal. Et c'est parce qu'une grande partie de sa confession à la police, avec tous ses détails du début à la fin, a été rejetée. Le juge a constaté que John Cui avait demandé un avocat. Quelque temps après le début de l'interrogatoire, et il avait demandé un avocat à plusieurs reprises. Les détectives avaient quand même continué à insister, ce qui constitue une violation de ses droits en vertu du 5e et du 6e amendement. Pour être honnête, la police savait ce qu'elle faisait. Ils savaient que tout ce qu'ils diraient après avoir demandé un avocat serait inutilisable devant le tribunal, mais cela leur était égal. Ils ont insisté pour avoir des informations, et je comprends pourquoi, vous aussi. Ces détectives, avec John Cui, qui déversait cette horreur devant eux, croyaient qu'il y avait encore une chance de retrouver Jessica vivante. Alors, son droit de garder le silence, ils s'en fichaient complètement. C'était le cadet de leurs soucis. Ils voulaient le pousser à donner des informations qui les mèneraient directement à Jessica, en espérant la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand ils l'ont retrouvée, il était trop tard. Lorsqu'ils ont découvert et ouvert la tombe, elle était déjà morte. Et une fois que cet aveu a été jugé irrecevable, l'État ne pouvait plus s'appuyer dessus lors du procès. Mais ils en avaient assez. Ils en avaient assez de ses propos. Tout ce qu'il a dit les a menés jusqu'à la tombe d'elle avant qu'il n'invoque son droit à un avocat. Pourtant, une autre bataille difficile les attendait au procès. La capacité mentale de John Evander Coy. Et avant de dire « peu importe dans quel état d'esprit il était, attendez d'entendre ce que je vais vous dire. Cela pourrait vous faire changer d'avis ? Peut-être pas, mais c'est vraiment une sacrée histoire. » Les avocats de la défense de John Cui ont soutenu qu'il avait une déficience intellectuelle et ils ont raconté au tribunal des histoires sur la façon dont John Cui a grandi. Assis à côté d'eux à la table de la défense, il était en train de colorier. John Cui, un homme qui a presque 50 ans, est assis à la table de la défense avec des crayons de couleur en train de colorier pendant tout son procès. Cela alors que ses avocats de la défense expliquaient au tribunal qu'il était un homme marqué par des années et des années de maltraitance infantile et de traumatisme crânien, des maltraitances infligées par son beau-père. Ils ont dit que Cui était déficient intellectuel lorsqu'il était enfant, mais que son beau-père le battait sans relâche, l'attachait au montant du lit et lui coinçait la tête entre une porte de chambre et un mur comme punition répétée. Les avocats de Cui ont présenté des scanners cérébraux au tribunal qui montraient que Cui n'avait presque plus rien de viable. Ce qui peut aider à expliquer pourquoi John Cui pensait qu'il était gentil avec Jessica lorsqu'il a dit à la police qu'il lui avait permis d'emporter son dauphin en peluche avec elle dans la tombe, disant, je cite, « Je veux dire, je ne suis pas un monstre. » Oui, laissez ça vous imprégner. C'est ce qu'il dit aux enquêteurs assis en face de lui. Je lui ai dit, tu peux emmener ton dauphin là-bas, et tu peux l'emmener avec toi. Je veux dire, je ne suis pas un monstre. C'est comme ça qu'il a transmis cette information aux enquêteurs. Presque comme s'il y croyait, comme s'il n'était pas si mauvais. Il l'a laissé emmener le dauphin dans la fosse peu profonde où elle a été enterrée vivante. Je ne m'en suis jamais remise, je ne me suis jamais remise de ces détails. Et juste, l'entendre dire ces mots de cette façon, essayer de me mettre à sa place et réaliser qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas là-bas. La capacité mentale de Cui a été testée par le tribunal et une série de tests a montré que son QI se situait entre 61 et 69,
C'est bien en dessous du seuil légal pour la déficience intellectuelle. Mais l'État a répliqué avec d'autres tests, jugés plus crédibles, qui ont montré un score de 78, soit 8 points au-dessus du seuil légal. Donc, le tribunal a conclu qu'il était éligible à la peine de mort. Lors du témoignage, les jurés ont vu des photos du placard où Jessica avait été enfermée, un espace étroit, sans fenêtre, pas plus grand qu'un garde-manger. Ils ont entendu comment John Evander Cooey avait échoué à plusieurs tests au détecteur de mensonges, comment il avait dit à un aumônier de la prison qu'il avait, je cite, fait une mauvaise chose, et comment les enquêteurs ont dû interrompre leurs recherches pour réconforter des détectives aguerris qui se sont effondrés en larmes. Ils ont entendu que, pendant que des centaines de bénévoles fouillaient les champs, les canaux et les routes secondaires à travers le comté de Citrus, la police s'est retrouvée, sans le savoir, à quelques mètres de Jessica. Selon une note du procureur déposée plus tard dans l'affaire, la propre chronologie de Cooey laissait ouverte la possibilité que Jessica était encore en vie et enfermée dans ce placard lors d'au moins une des visites de la police au domicile de la sœur de Cooey. C'est tout simplement déchirant. Le 24 août 2007, le jury a déclaré John Evander Cooey coupable d'enlèvement, d'agression sexuelle et de meurtre au premier degré, et le juge Rick Howard l'a condamné à mort. Ce faisant, les paroles du juge ont fait pleurer toute la salle d'audience. Il a expliqué que Cooey est devenu nerveux en entendant les chiens policiers approcher. Il a expliqué que Cooey avait dit à Jessica qu'il la ramènerait chez elle, mais ne voulait pas qu'on la voie. Alors il l'a persuadée de rentrer dans ses sacs poubelles et en a attaché un autre sur sa tête avant de la sortir et de l'enterrer vivante dans ce trou peu profond. Le juge a décrit ce à quoi le médecin légiste avait témoigné, à savoir que Jessica est morte lentement, l'air dans ses sacs en plastique s'épuisant alors qu'elle était recouverte de terre du jardin. Elle aurait survécu 5 minutes, a-t-il dit, peut-être plus, avant de perdre connaissance. Le juge Howard a déclaré, je cite, « Il a causé une mort lente, douloureuse et consciente. » Et le juge a noté que la seule source de réconfort de Jessica pendant ces derniers instants horribles était son petit dauphin en peluche violet appelé Lovey. Il a également souligné l'un des détails les plus bouleversants. Jessica avait effectivement réussi à passer ses petits doigts à travers le sac poubelle intérieur, essayant désespérément de s'en sortir et de respirer avant de mourir. Le juge a déclaré que Cooey n'avait montré aucun remords. Après son arrestation, Cooey a fait ce que le juge a qualifié de commentaires grossiers, vulgaires et répugnants à propos de l'agression sur Jessica, et il a même minimisé toute l'affaire, disant aux enquêteurs que, je cite, « les médias en faisaient tout un plat ». Ces mots exacts, je cite, « ce genre de choses arrive tous les jours », fin de citation. Imaginez être le policier qui entend ça. Imaginez ce que le policier qui entendait ça avait envie de faire à l'homme assis en face de lui. Imaginez la retenue qu'ils ont dû exercer dans cette affaire. Le père de Jessica, Mark Lunsford, a fait une déclaration d'impact en tant que victime et s'est tourné vers l'homme qui avait tué sa petite-fille, qui avait violé sa petite-fille et qui l'avait enterrée vivante dans une tombe peu profonde. Et Mark Lunsford s'est adressé directement à lui. Il a dit, je cite, « Pendant 29 mois, ma fille m'a entendu pleurer et supplier Dieu d'arrêter la douleur dans mon cœur. J'espère que tu entendras ses pleurs lorsque tu essaieras de dormir la nuit. J'espère que tu verras les larmes quand elle t'a demandé de rentrer à la maison. Tu ne feras plus jamais de mal à un autre enfant. » Mais le sentiment de justice et la promesse d'une exécution n'ont pas duré longtemps. Avant même que le processus d'appel de la peine de mort ne puisse commencer, John Evander Cooey est mort en prison de cause naturelle. C'était en 2009, il avait 51 ans. Mark Lunsford a dit qu'il était triste lorsqu'il a appris la mort de Cooey. Il a dit, je cite, « Pour moi, la mort est triste, mais sa mort, la mort de Jessie, a été rachetée. Je suis soulagé que ce soit terminé. » Les crimes commis contre Jessica,
ont révélé d'énormes failles dans la façon dont l'Amérique suivait ses délinquants les plus dangereux. À l'époque, il y avait des milliers de délinquants sexuels non répertoriés qui circulaient librement, échappaient à l'enregistrement et passaient entre les mailles du filet administratif. Mark Lunsford a passé des mois dans la capitale de la Floride, Tallahassee, à militer pour une réforme et les législateurs l'ont écouté. Finalement, la Floride a adopté ce qui est devenu connu sous le nom de loi Jessica. Elle exigeait que les délinquants sexuels condamnés pour des crimes contre des enfants portent des dispositifs de suivi GPS. Elle imposait des peines minimales obligatoires et augmentait les sanctions pour le non-enregistrement à une adresse. Et la loi Jessica s'est rapidement répandue dans tout le pays, adoptée sous une forme ou une autre par plus de 40 États différents. Depuis lors, les bases de données ont été modernisées, les vérifications renforcées et les systèmes de notification à la communauté élargis. Mais Mark Lunsford dit toujours que ce système est loin d'être parfait. Il continue de s'exprimer publiquement à travers la fondation Jessica Marie Lunsford, rappelant aux législateurs et aux parents que, je cite, « le mal n'a pas toujours l'apparence d'un monstre. Parfois, il ressemble à votre voisin. » Encore aujourd'hui, le comté de Citrus rend hommage à Jessica Lunsford chaque mois de mars avec des marches commémoratives et des veillées aux chandelles. 2 décennies plus tard, ses rubans roses et ses emblèmes de dauphin décorent encore les panneaux le long de Snowbird Court, la rue où elle a vécu autrefois et l'endroit où elle est tragiquement décédée. L'histoire de Jessica Lunsford est une histoire qu'aucun parent n'oubliera jamais. Elle avait 9 ans. 9. Elle adorait l'école, elle adorait chanter à l'église et elle adorait faire rire les gens. Et aujourd'hui, elle serait dans la trentaine si elle avait survécu, elle aurait peut-être même ses propres enfants. Au lieu de cela, Jessica est connue pour une loi qui porte son nom, la loi de Jessica, une loi qui a changé la façon dont l'Amérique protège ses enfants du mieux qu'elle peut. Je suis Ashley Banfield, merci beaucoup de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés. Et souvenez-vous, la vérité n'est pas seulement sérieuse, elle est on ne peut plus sérieuse.